Salut à tous et à toutes, ici Swag Radio, votre fenêtre ouverte sur le monde. Bienvenue dans le Grand Journal. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, en air avec du style. Alexa Open, Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Guerre en Iran. Pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis frappent l'Iran. Téhéran riposte et annonce la fermeture du détroit d'Ormuz. Reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Deuxième jour consécutif de frappes américaines en Iran où, comme la veille, l'armée américaine, qui publie ces images, affirme avoir visé des sites militaires iraniens à travers tout le pays. Installations de surveillance, systèmes de communication ou bien encore systèmes de défense aérienne. L'ordre vient de tout en haut, précise le communiqué. Donald Trump, qui tout au long de la journée d'hier ne cachait plus son exaspération. Nous verrons ce qui se passe. Mais nous les avons frappés fort hier et nous allons les frapper encore fort aujourd'hui, au cas où vous le rateriez, au cas où vous n'allumeriez pas votre téléviseur, et nous verrons ce qui se passe avec l'accord. Nous étions vraiment proches de l'accord, mais ils continuent à nous prendre pour des idiots, parce que vous savez quoi? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont eu affaire qu'à des présidents très stupides assis à ma place. La riposte iranienne est immédiate, nouveau tir de missiles et de drones sur des bases militaires américaines installées dans la région, Koweït, Jordanie et Bahreïn. Et l'état-major iranien ressort l'un de ses principaux outils de nuisance à même d'impacter le reste du monde. Le détroit d'Ormuz est déclaré fermé au passage de tous les navires, y compris les pétroliers et les navires commerciaux, et toute tentative de transit par le détroit sera prise pour cible. Les États-Unis démentent la fermeture de ce passage stratégique, pendant qu'au siège des Nations Unies, la situation inquiète. Comme nous l'avons vu avec l'escalade des attaques et de la rhétorique ces dernières 48 heures, nous ne devons pas minimiser les risques que ce feu amoindri devienne total, en d'autres termes, une guerre totale. La rhétorique justement, toujours autour du détroit d'Ormuz que l'Iran affirme contrôler en totalité. Il y a ces propos d'un général iranien relayé par l'agence Tasnim, proche des gardiens de la révolution. Il promet l'enfer dans toute la région. États-Unis et Iran échangent des frappes pour la deuxième journée. L'espoir de paix vacille. La nouvelle offensive américaine sur plusieurs villes iraniennes intervient alors que les pourparlers de paix piétinent, Téhéran promettant de maintenir son emprise sur le détroit d'Ormuz, qui perturbe l'énergie mondiale et renchérit le pétrole. Reportage signé France 24 dans ce grand journal. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran tôt ce jeudi pour la deuxième journée consécutive. Ces attaques compliquent ainsi un peu plus la possible reprise des négociations. Les médias iraniens ont fait état d'explosions dans le sud du pays près du détroit d'Ormuz. La veille, Washington avait déjà bombardé la défense aérienne iranienne, des radars ainsi que d'autres sites dans cette même zone. L'Iran a répliqué aux attaques américaines en affirmant avoir touché 2 navires qui tentaient de passer par Ormuz, ajoutant avoir de nouveau fermé le passage à tout trafic naval. Une information démentie par le commandant central des États-Unis qui a affirmé que les navires commerciaux continuaient à passer. L'Iran a également lancé de nouvelles frappes sur Bahreïn, la Jordanie et le Koweït, qui a fermé son espace aérien. Ces 3 pays sont des cibles stratégiques car ils accueillent tous des troupes américaines. Donald Trump a assuré que si l'Iran n'accepte pas les conditions américaines pour mettre fin à la guerre qui dure depuis 3 mois, les États-Unis poursuivraient leur campagne de bombardement et Téhéran paierait le prix fort. En début de semaine, il avait laissé entendre qu'un accord de paix pourrait être signé dans les jours à venir. Nous restons toujours au Moyen-Orient. Les États-Unis ont mené jeudi à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran qui a annoncé des ripostes contre les bases militaires du Koweït et à Bahreïn et promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz. Explication de Savios Ghazi, correspondant de France 24 à Téhéran, dans ce grand journal. Savios Ghazi, bonjour, merci d'être avec nous en direct depuis Téhéran. Alors, quelles sont les cibles qui ont été visées à la fois par les États-Unis et par l'Iran ?
Alors, l'attaque américaine a commencé vers 1 heure du matin environ, était concentrée sur des points, des villes tout autour du détroit d'Ormuz, Bandar Abbas, l'île de Rechm, la région de Syrie qui est à l'est du détroit d'Ormuz, la ville de Minab à l'ouest, un peu plus au nord. Donc, il y a eu des frappes sur cette zone. Par exemple, l'aéroport de Bandar Abbas, une partie de l'aéroport a été visée. Moins d'une demi-heure après, l'Iran a riposté en menant des frappes sur 2 bases américaines au Koweït et 2 bases à Bahreïn, notamment et en particulier la base qui est le siège du CENTCOM et de la 5e flotte américaine, la plus grande base américaine dans la région. Depuis 10 jours, c'est la 4e fois que ces bases sont visées directement par l'Iran avec des missiles supersoniques. Il y a eu en même temps des frappes contre une base américaine au Kurdistan irakien. À ce moment-là, les gardiens de la Révolution ont annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, et 2 pétroliers qui tentaient de traverser le détroit sans l'autorisation des gardiens de la Révolution ont été touchés par alors on ne sait pas si c'était des missiles ou des drones, mais en tout cas ils ont été touchés directement. Et puis vers 4 heures du matin, il y a eu de nouveau des attaques américaines, cette fois-ci plus à l'intérieur du pays, notamment autour de la ville de Karaj, qui est située à 50 km à l'ouest de Téhéran. Et là, de nouveau, représailles iraniennes. Cette fois-ci, c'est une base américaine Al-Azhar en Jordanie qui a été visée. Selon les gardiens de la Révolution, 12 missiles supersoniques ont été utilisés pour frapper cette base qui héberge et où sont stationnés les avions américains, les F-15, F-16, F-35. Les gardiens de la Révolution, dans leur communiqué, ont affirmé qu'il y a eu de nombreux avions qui ont été détruits ou ont fortement endommagés. Donc une escalade encore supplémentaire, une riposte disproportionnée de l'Iran aux attaques américaines qui étaient somme toute limitées, et donc cette attaque on se sont poursuivis alors que le président Trump avait déclaré que des responsables iraniens l'avaient appelé directement pour demander un arrêt des frappes, ce qui a été démenti totalement à la fois par les gardiens de la Révolution, mais également par les responsables politiques du pays. Alors Siavosh, est-ce que cette escalade signifie tout simplement la fin des négociations entre l'Iran et les États-Unis ? Ça semble être le cas parce qu'il y a des revirements, selon les autorités iraniennes, permanents des États-Unis dans les négociations, notamment sur plusieurs sujets. Le détroit d'Ormuz, l'Iran veut garder le contrôle de ce détroit. Ça ne concerne aucun autre pays que l'Iran et Oman. Ça fait partie des eaux nationales de nos 2 pays, a affirmé le porte-parole, le ministre iranien des Affaires étrangères. La même chose pour les stocks d'uranium enrichi de l'Iran. Pas question d'en discuter, a affirmé un haut responsable iranien. Ce sont 2 points importants sur lesquels il n'y a pas d'accord. Tout comme par exemple le déblocage des avoirs iraniens, et au fur et à mesure qu'on va dans l'escalade, on sent que la position de l'Iran se durcit. On le voit avec ces frappes disproportionnées à la fois contre Israël mais aussi contre les États-Unis. L'objectif de l'Iran, c'est de faire partir, de pousser les Américains en dehors de la région, mais aussi d'établir un nouveau rapport de force, une nouvelle donne dans la région, ce qui est inadmissible pour Israël, comme cela a été affirmé par Benjamin Netanyahou il y a 2 jours, lorsqu'il a affirmé que l'Iran et ses alliés essayent de créer une nouvelle donne dans la région, et nous ne l'acceptons pas, a affirmé le Premier ministre israélien. L'administration américaine multiplie les menaces sur l'Iran pour l'obliger à s'asseoir à la table des négociations. Cette stratégie correspond-elle à la volonté de Donald Trump? Pour évoquer le sujet plus en détail, la RT a reçu Riyad Sidaoui, spécialiste du monde arabe et directeur du CARAPS. Écoutons les détails dans ce grand journal. Monsieur Sidaoui, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, le président américain Donald Trump a déclaré sur Fox News que Téhéran était sur le point de conclure un bon accord, selon les propos de Donald Trump, bien sûr. Alors, comment interpréter cette énième déclaration du président américain? Moi, je pense que la stratégie de Donald Trump maintenant est devenue claire.
il veut calmer la bourse américaine, il veut calmer les marchés américains, il veut calmer l'économie américaine. Avant de passer sur votre antenne, j'ai jeté un coup d'œil sur le Nasdaq et le Dow Jones, la bourse de Wall Street aux États-Unis d'Amérique, et c'est chaotique. Tout est en rouge. Certaines actions ont perdu même 6 et 7%. Et les Iraniens, ils ont bien joué la carte de Détroit d'Ormuz comme une carte économique maîtresse qui a conduit à l'augmentation du prix du pétrole et là, l'inflation américaine qui a atteint un seuil inimaginable. Donc, les Iraniens, ils attirent les Américains dans leur piège. C'est la guerre d'usure. La guerre d'usure, ce n'est pas une guerre totale, mais c'est une guerre d'usure, frappe contre frappe, frappe contre frappe, et ça n'arrange pas Donald Trump, ça n'arrange pas l'économie américaine, ça n'arrange pas la bourse de Wall Street. Les Iraniens, ils ont bien compris, leur bombe atomique, c'est le détroit d'Ormuz, d'où passe environ 20% du pétrole mondial. Donc c'est leur carte maîtresse, ils jouent bien cette carte, ils sont en train d'attirer les Américains vers la guerre d'usure, et à mon avis, ils n'arrangent pas Donald Trump. Alors justement, l'administration américaine multiplie les menaces sur l'Iran pour l'obliger à s'asseoir à la table des négociations. Alors cette stratégie correspond-elle à la volonté de Donald Trump ? Non, qu'est-ce qu'il va faire encore Donald Trump? Frapper encore l'Iran? Il a dit que j'ai détruit les installations nucléaires en Iran depuis l'année passée. Oui, on a bien frappé. Et ça n'arrange que Benjamin Netanyahou. Certes, Israël veut recommencer la guerre contre l'Iran, mais comme j'ai dit, l'intérieur américain devient aujourd'hui très fragile. Le citoyen américain aujourd'hui il paye plus que 50% son essence le matin, plus qu'avant la guerre. D'où l'inflation généralisée, parce que le pétrole, c'est le transport, c'est la production industrielle ou agricole. Inflation généralisée, donc les citoyens américains aujourd'hui disent « mais je suis perdant dans cette guerre ». C'est pour cela, je vous ai dit que les Iraniens ils sont en train de bien jouer la carte de Détroit d'Ormuz et surtout attirer les Américains dans leur piège, la guerre d'usure. Ça veut dire pas guerre totale, mais frappe contre frappe, d'où la fragilité de la position de Donald Trump. Donc, M. Sidawi, la conjoncture économique que vous avez évoquée oblige l'administration américaine, et en l'occurrence Donald Trump, à changer d'orientation? Absolument. Il n'a pas de choix aujourd'hui, Donald Trump. Donald Trump, c'est un businessman. Je te montre toujours son fameux livre, The Art of the Deal, publié en 1988 pour comprendre la pensée de Donald Trump. Et lui, dans la négociation, il dit qu'il faut ébranler votre adversaire par des déclarations très fortes, etc. Si votre adversaire reste fort, c'est à vous de faire les concessions. Mais il faut tenter d'ébranler, déstabiliser votre adversaire qui négocie avec vous. Ça, c'est au plan de business. Aujourd'hui, sur la scène internationale, l'Iran a bien montré qu'il n'a pas été ébranlé, qu'il n'a pas été déstabilisé, mais qu'il riposte immédiatement. D'où aujourd'hui le problème de Donald Trump, bientôt les élections américaines et le parti républicain au pouvoir risque bel et bien de perdre ces élections. Comme j'ai dit, le citoyen américain aujourd'hui, dans sa vie quotidienne, n'est pas content du tout de cette guerre qui est finalement la guerre de Benjamin Netanyahou et la guerre de Donald Trump plus que la guerre du peuple américain. Merci infiniment pour votre analyse, M. Riyad Sidawi. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Genève en Suisse. Merci à vous, M. Sidawi. Monsieur Sidawi, bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT en France. Nous irons aux États-Unis pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. C'est son 80e anniversaire. Donald Trump organise une série de combats de MMA à la Maison-Blanche, prévu pour le 14 juin. Cet événement met en lumière la vision de l'Amérique défendue par Trump. Récit France TV Info dans ce grand journal. Une arène si haute, si massive, qu'elle cache presque la Maison-Blanche. Pour son anniversaire et celui de l'indépendance de l'Amérique, Donald Trump voit les choses en très grand et a choisi le thème sport de combat. On sait tous que Donald Trump adore les foules de MMA et les foules adorent Trump.
C'est la Maison-Blanche elle-même qui fait la promotion de cette compétition qui aura lieu dimanche dans ses jardins. Quand Donald Trump visite le chantier avec sa belle-fille, présentatrice à Fox News, il est extatique. C'est énorme. Oui, et c'est un lieu juste ici, devant la Maison-Blanche. Il n'y aura jamais d'autre événement sportif aussi incroyable dans l'histoire. Dans les rues, les Américains sont eux plus sceptiques. C'est une arène, ça, on dirait un grand 8. Ce n'est pas la façon la plus maligne de dépenser de l'argent, mais c'est marrant. Une cage de MMA à la Maison-Blanche, c'est étrange. Donald Trump et le patron de l'UFC, la ligue qui organise les combats, sont de proches amis qui s'entraident depuis des années. Dana White a notamment largement contribué à la campagne présidentielle. Depuis, Trump se rend régulièrement à des combats, y compris en pleine gestion de la guerre en Iran. Dimanche, ce sera un spectacle politique. Une façon pour le président de promouvoir une certaine vision de l'Amérique, faite de héros aux gros bras. Les combattants ont d'ailleurs été invités dans le bureau ovale. J'adore ce sport. Ce sont les mecs les plus forts derrière moi. Vous avez les athlètes les plus puissants. L'événement a coûté plus de 60 millions de dollars, financé par l'UFC et des fonds privés. 85 000 spectateurs sont attendus dans cette arène et devant les écrans géants. Parmi les invités dimanche, de nombreux militaires, mais à une condition, qu'ils ne soient pas en surpoids. Cela nuirait à l'image de force et de virilité que Donald Trump veut renvoyer. Parlons de la Coupe du Monde de football. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, la tension monte d'un cran alors que Donald Trump salue un succès sans pareil, annonce sa présence. La réalité du terrain est différente. Des équipes entières ont subi des fouilles. Un joueur irakien a été interrogé durant 7 heures. Et l'ICE est omniprésent. Plus grave encore, le meilleur arbitre africain a été interdit d'entrée. La fédération iranienne s'est vue retirer ses billets. Ces incidents frontaliers majeurs amènent de nombreux observateurs à s'interroger sur l'ambiance réelle de cette fête sportive. Le reportage de Yasmine Kayat de Radio-Canada dans ce grand journal. C'est au Mexique, sous haute surveillance, que réside l'équipe nationale iranienne de soccer. Ces joueurs ne pourront entrer aux États-Unis qu'au moment où ils disputeront un de leurs 3 matchs. Après quoi, ils devront quitter le territoire américain. C'est la pire Coupe du Monde et elle se déroule dans les pires conditions. Et comme par hasard, nous jouons à Los Angeles, qu'on surnomme Tehrangeles, avec plus d'1 million d'Iraniens qui y vivent. Reza et Mustafa n'assisteront pas à ce mondial, puisque les États-Unis ont retiré à la fédération iranienne son quota officiel de billets pour la Coupe du Monde. Cette attitude est tout à fait inadmissible et c'est la première fois qu'une équipe qualifiée a du mal à venir sur le lieu de la compétition. Je pense que l'équipe de France ou l'équipe d'Allemagne ont moins de chances de subir ce type de comportement. L'accueil n'était pas chaleureux pour les Lions de la Teranga. L'équipe du Sénégal a subi une fouille rigoureuse sur le tarmac de l'aéroport de San Antonio. La sélection d'Ouzbékistan a été contrôlée avec des chiens renifleurs et un joueur de l'équipe irakienne a été interrogé durant 7 heures. Les règles américaines d'immigration en vigueur n'ont pas été assouplies pour la Coupe du Monde. Trump, ce qu'il veut, c'est flatter son électorat. Il veut montrer qu'il fait régner la loi et l'ordre et que c'est lui qui fait absolument ce qu'il veut. Et donc, en fait, c'est une preuve de racisme. Et bien sûr, le pic a été le refus de voir l'arbitre somalien venir exercer ses fonctions. Refoulé des États-Unis, Omar Artan est accueilli en héros à Mogadiscio. Désigné meilleur arbitre africain en 2025, il devait officier lors de la Coupe du Monde. Devant le tollé médiatique, le patron de la FIFA est sorti de son silence. Ce qui est arrivé à Omar est également malheureux. Il ajoute que la FIFA ne contrôle pas tout. Même s'il avait un visa en règle, l'arbitre a été refoulé à l'aéroport de Miami. Selon cet expert, la police de l'ICE pourrait aussi profiter de ce mondial pour intervenir. Notamment comme les équipes latino-américaines joueront et que les supporters d'origine de ces pays voudront venir supporter leur équipe. Jeudi, le coup d'envoi de ce tournoi planétaire sera donné. 48 équipes tenteront d'y faire régner l'esprit rassembleur et de fraternité que ce sport tente de préserver. Ici Yasmine Kayat, Radio-Canada, Montréal.
Faut-il boycotter la Coupe du Monde de football à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique? Une question divise de plus en plus les amateurs de football à travers le monde. Faut-il boycotter le tournoi? Cette interrogation n'est pas née du terrain, mais des nombreuses controverses qui entourent l'événement. Depuis plusieurs mois, des organisations de défense des droits humains, des responsables politiques, des journalistes et les supporters dénoncent les difficultés d'obtention de visas, les restrictions de voyage et les refus d'entrée sur le territoire américain touchant certains participants et supporters étrangers. Plusieurs cas très médiatisés, dont celui de l'arbitre somalien Omar Abdoukadir Artan, refoulé malgré un visa valide, ont alimenté le débat. Écoutons les détails sur Sud Radio dans ce grand journal. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. La réponse, c'est non à 90%. Incroyable. Quelle baffe. Il faut envoyer ce sondage à Donald Trump. Non à 90%, où il a 10, évidemment. Commentaire. Le foot est devenu politique. Ça n'a plus rien à voir avec le sport. Françoise, les gens le ressentent. Et ça veut dire que ça se traduira peut-être dans les audiences. Oui, ils le ressentent. Après, on verra. Vous savez, on est tous des addictés. Vous allez voir si l'équipe de France commence à passer les quarts de finale. Vous allez voir. Moi, je m'étais juré de boycotter la Coupe du Monde du Qatar. J'ai pas tenu une semaine. Donc, mais par contre, c'est assez intéressant parce que tout est disproportionné. Et puis là, c'est des milliers de kilomètres entre les stades. C'est sur le Canada, le Mexique, les États-Unis. Je pense que c'est une folie et je trouve la responsabilité de la FIFA énorme. C'est une folie au niveau des prix. On en a parlé dans mon édito. C'est une folie au niveau des organismes aussi, des joueurs avec les décalages horaires. Et au niveau du symbole. Parce qu'en principe, c'est une communion, ces moments-là. Mais là, vous avez vous avez vraiment la mémoire courte. À toutes les Coupes du Monde, il y a des polémiques politiques. Un coup, c'est la Russie, le Qatar, excusez-moi. Je me rappelle qu'il y avait des appels au boycott. En veux-tu, en voilà. Le fait que le sport soit politique, à mon avis, c'est vrai depuis l'Antiquité, mais depuis les JO de 36, ça n'a pas jamais cessé. Non, mais quand je dis ça, c'est que il y a toujours, dans toutes les grandes compétitions internationales, il y a toujours, et pour un pays, pour n'importe quel pays, évidemment, c'est une vitrine, et Trump fait du Trump. On accueille Laurent, qui est à Lens, ville de foot, s'il en est. Bonjour Laurent, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Lens. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Vous nous dites, Laurent, moi je suis fan et je sépare foot et politique. Ouais, je sépare foot et politique, mais regardez, à la fois c'est indissociable aussi. Rien que le fait de faire chanter des hymnes au début de chaque rencontre, il y a un peu de politique forcément, parce qu'il y va de l'identité du pays et tout. Maintenant, concernant cette Coupe du Monde aux États-Unis, moi je vais vous dire sincèrement, il y a aussi, et je pense qu'il faut le dire, il y a un peu d'anti-américanisme primaire chez nous en France concernant Trump, et c'est de bonne guerre de taper sur le dos de Trump. Il a effectivement pris des mesures, notamment contre l'équipe iranienne. Écoutez, moi je suis un passionné de foot, je suis éducateur moi-même. Je suis désolé, il est en guerre avec l'Iran. Il va pas leur dérouler le tapis rouge, faut être sincère, faut être concret. Voilà. Concernant l'arbitre, effectivement, c'est l'arbitre somalien. Il y a aussi des soucis avec la Somalie. Ils veulent faire la peau aux États-Unis, etc. Donc lui, il fait du Trump, point barre. Et il a des règles. C'est un pays démocratique. Et il faut respecter ces règles, point barre. Alors justement, Laurent, vous restez... Quand on va dans un pays musulman, on se découvre pas, etc. On respecte les traditions du pays. Là, c'est pas la politique migratoire. Moi, j'entends ce que vous dites, Laurent. Je suis quasiment d'accord avec tout, sauf votre dernière phrase. C'est pas possible que, par exemple, les supporters qui sont ressortissants comme ça à la louche de pays africains, l'a dit, et à payer une caution de 15 000 euros pour pouvoir, de 15 000 $ pour pouvoir rentrer sur le pays. Ça, c'est pas normal. En tous les cas, la polémique est là. Benjamin Glaise qui est avec nous, avec son hashtag. Bonjour Benjamin, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de la matinée sur Sud Radio. Et justement, vous avez l'œil sur ces réseaux sociaux et en particulier sur cette conférence de presse qui a fait beaucoup réagir hier, celle d'Infantino, le patron de la FIFA, qui balaye tout ça d'un revers de main. Oui, puisque les polémiques effectivement sont nombreuses et on parlait de l'arbitre somalien Omar Artan qui a été refoulé à l'entrée des États-Unis. Eh bien, Gianni Infantino avait été accusé de ne rien faire, de se coucher devant Donald Trump. Effectivement, il en a parlé hier soir et il a appelé tout le monde,
Nous irons au Mexique, le Mexique et les États-Unis au diapason. L'heure du mondial 2026, le tournoi cette année organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique a été élargi à 48 équipes qui s'affronteront dans 16 stades lors de nombre records de 104 matchs répartis sur les 39 jours que durera la compétition. Reportage Africa News dans ce grand journal. Ils sont venus plus d'une centaine accueillir leur héros, quitte à jouer des coudes pour l'approcher. Sur le tarmac de l'aéroport de Mogadiscio, la sécurité doit même l'aider à se frayer un chemin vers le terminal. Omar. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. On vous posait la question. On s'excuse, petite erreur technique. Après cette revue refusée d'entrer aux États-Unis, il a été accueilli tel un héros de la nation somalie à son retour. L'arbitre somalien Omar Hartan est déjà devenu l'un des symboles de la Coupe du Monde 2026. Malgré lui, reportage CDTV Segment dans ce grand journal. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Ils sont venus plus d'une centaine accueillir leur héros, quitte à jouer des coudes pour l'approcher. Sur le tarmac de l'aéroport de Mogadiscio, la sécurité doit même l'aider à se frayer un chemin vers le terminal. Omar Hartan, l'arbitre somalien refoulé des États-Unis où il devait officier pour la Coupe du Monde, fait donc un retour prématuré et chargé de symboles. Nous devons nous battre pour notre pays et le défendre. Nous ne devons jamais être découragés. Les jeunes ne doivent pas perdre espoir. Je suis toujours prêt à poursuivre mon chemin, malgré ces difficultés. Des paroles de persévérance, mêlées d'indignation, alors que le président américain multiplie les remarques dégradantes au sujet de la Somalie. Le ministre des Sports était donc présent pour défendre l'intégrité de son arbitre. Il sera reçu plus tard par le président en personne. Le monde a besoin des compétences d'Omar Hartan. Ses qualités exceptionnelles ne peuvent pas être freinées par le refus d'entrée d'un pays. Et ce n'est pas la dernière Coupe du Monde. Et nous espérons donc qu'il deviendra le meilleur arbitre du monde, puisqu'il est déjà le meilleur arbitre d'Afrique. Omar Hartan devait être le premier Somalien à arbitrer la phase finale d'une Coupe du Monde. Il était par ailleurs titulaire du statut FIFA depuis 2018. Qu'est-ce qui justifie alors son renvoi des États-Unis après 11 heures d'interrogatoire et un passage en détention ? Le département d'État américain indique seulement qu'il serait lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. Au stade de Mogadiscio, où Omar Hartan est invité d'honneur, les supporters crient au scandale. Omar Hartan est très connu comme arbitre en Afrique et en Asie, et aussi en Europe. Son renvoi des États-Unis, c'est de la discrimination. Avec la décision de l'immigration américaine, ce n'est pas seulement le rêve d'un arbitre qui est anéanti, c'est aussi chez les Somaliens une part de dignité qui est touchée. Mais Omar Hartan a déjà assuré qu'il comptait bien être présent à la prochaine Coupe du Monde en 2030. Nous irons au Mexique dans ce grand journal. Le football, le Mexique et les États-Unis au diapason. À l'approche du mondial, le tournoi de cette année organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique a été élargi à 48 équipes qui s'affronteront dans ces stades lors d'un nombre record de 104 matchs répartis sur les 39 jours que durera la compétition. Reportage CD Africa News dans ce grand journal. À quelques heures du match inaugural de la Coupe du Monde de football au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a déclaré mercredi que tout était sous contrôle pour la cérémonie d'ouverture malgré les manifestations des enseignants. La compétition se tient à la fois au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Le tournoi est élargi désormais à 48 équipes qui s'affronteront dans 16 stades. Le président américain Donald Trump, lui, a promis le mondial le plus réussi de toute l'histoire. C'est la Coupe du Monde la plus réussie qu'ils aient jamais organisée. Ils n'ont jamais vendu autant de billets aussi rapidement. C'est incroyable car on ne pense pas au football ici. On utilise les mots football et soccer, c'est vrai,
Mais on ne pense pas au football dans ce pays. C'est un véritable succès. J'ai parlé à Gianni ce matin. Il est fantastique. C'est lui le patron. Il m'a dit qu'il n'y avait jamais rien de comparable à ce qui se passe actuellement. Le Mexique donnera le coup d'envoi du Mondial 2026 ce jeudi face à l'Afrique du Sud à Mexico. Le deuxième match de la journée opposera la Corée du Sud à la République tchèque à Guadalajara. À quelques heures du... Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Micro-trottoir Delma. Les Haïtiens est partagé entre espoir et prudence à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Télé Guinéen a réalisé un micro-trottoir. Écoutons les détails dans ce grand journal. Si le peuple a aimé le pays, c'est plus belle contentement lié pour moi de ce que je regarde le pays qui dans le mondial. Parce que d'habitude, le Brésil, on a chauffé. On a pays dans le mondial. Et puis, bon bagage lié pour moi. Pour moi, même, son fierté, d'abord, depuis les sélections étaient déjà qualifiées, il était envoyé un message là-bas. Et nous-mêmes qui en Haïti, qui pourraient recevoir un message là. Comme nous, la communauté internationale, elle prend ça en main, nous-mêmes tout. Nous faisons tout ça qui dépend de nous-mêmes. Nous cherchons à mettre tout ça que nous avons besoin pour servir pour la sélection. Nous avons une surprise là déjà, nous avons plus toujours. Haïti vient entrer sur le marché. Bidjam, longtemps c'est Argentine, Brésil, c'est la demande. Mais il y a une accélération plus pesée sur Haïti avant, nous connaissons après. Demande Argentine à privé. Mot d'encouragement, comme moi, l'équipe en confiance. Nous-mêmes, nous pas dans la violence. Nous avons souhaité que les gens qui sont dans la violence, eux-mêmes, nous prendre conscience à tête. Parce que c'est les gens et tout. Et ça me dit moi-même. Ça dit un peu le bagage pour nous, grande chose. Regardez dans l'état que nous sommes, dans la façon que nous vivons, puis on petit pays de Haïti pour jouer mondial. Nous avons pile grand pays qui pas même là. Pour bon Dieu faire nous grâce pour Haïti là, mon cher. Ça dit un grand pas pour nous. Ça dit un pile bagage pour moi. Ça fait me fier pour le pays. Malgré toute situation, ça a prouvé que je suis fier. La vente là, nous avons plein. Pas de la vente, pas de quoi. Nous avons plein. Mon population sorti, vous avez acheté de la mais pas de l'argent. C'est le gens bagage, vous avez acheté, mais pas de quoi. Parce que les vignes là, vous avez pris, vous avez plein. Parce que ne pas oublier. Nous-mêmes, quand nous achetons, nous achetons cher. Les gens qui viennent réacheter eux-mêmes, les autres de prix, ils sont contents, ils courent. Mais pour la vente, là, ils courent comme ça, je me dis, courent comme ça. C'est la fin de ce grand journal pour aujourd'hui. Jeudi 11 juin, à quelques heures du début de la Coupe du Monde de football, température sur Boston. Boston, les températures maximales ont atteint environ 90 degrés Fahrenheit, avec un ressenti approchant les 95 degrés Fahrenheit. En raison de l'humidité tropicale, le temps pour aujourd'hui, partiellement ensoleillé avec de faibles risques d'averses en soirée. Dans la matinée, 75 degrés Fahrenheit, partiellement ensoleillé, ressenti 79 degrés Fahrenheit. Milieu de journée à midi, 87 degrés Fahrenheit, partiellement ensoleillé, ressenti de 92 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. Vers 15h, pic de la chaleur 90 degrés Fahrenheit, principalement nuageux, ressenti de 95 degrés Fahrenheit. Dans la soirée, 85 degrés Fahrenheit, légèrement averse, ressenti 91 degrés Fahrenheit. Nuit à 23h, 79 degrés Fahrenheit, partiellement nuageux, ressenti 82 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude en air avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Alexa, open Swag Radio. Les infos sans cassure et sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Podeuse, café créole de Place to Be. La bonne cuisine haïtienne au 200
99 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Joyeux jeudi, allez vous c'est pour demain. Au revoir et n'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.